Bonjour à tous, bienvenue dans ce Paris Direct, bienvenue sur France 24. Voici tout de suite les principaux titres que nous développons cet après-midi. Poussés dehors par la junte au pouvoir à Bamako, la France et ses partenaires européens ont officialisé leur retrait militaire du Mali ce matin. Le chef de l'État qui récuse complètement la notion d'échec dans le pays. Nos militaires ont eu beaucoup de succès, dit-il. L'heure forcément du bilan pour les Français. L'heure aussi de se tourner vers l'avenir. Quelle perspective pour le Mali? On s'intéressera évidemment à la question sécuritaire. On sera notamment avec Anne-Fleur Lespio en direct de Bamako dans un instant. C'est dans ce contexte que s'ouvre cet après-midi un sommet Union européenne, Union africaine, 6e rendez-vous du genre, réunissant 44 chefs d'État africains. Le Mali qui va évidemment occuper une partie des échanges. L'Europe et l'Afrique veulent changer la donne de leurs relations, s'attaquer pour cela à 3 défis communs, sécurité, santé et stabilité. On va y revenir avec notre correspondante Alix Le Bourdon. Un sommet perturbé là aussi par la situation à l'est de l'Europe. Les tensions avec la Russie autour de l'Ukraine s'invitent cet après-midi à Bruxelles. Une table ronde fera le point en amont du sommet sur les derniers développements de la crise. Décryptage là aussi avec notre correspondant à Kiev. On retrouvera Gulli Verkag pour faire le point sur ces obus tombés côté ukrainien aujourd'hui. C'est donc entouré de ses partenaires européens et africains qu'Emmanuel Macron a sonné ce matin la fin de partie de l'opération Barkhane au Mali. Vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne. La France, au vu de la dégradation de sa relation avec la junte malienne, va se redéployer au Sahel, quitter donc le Mali, tout comme les Européens qui vont rester dans la région. C'est l'information de cette journée. L'Europe restera mobilisée. On ne sait pas exactement comment ni l'ampleur de ce réengagement. Il en sera question cet après-midi à Bruxelles. On retrouvera dans un instant Alix Le Bourdon. Mais tout d'abord, retour sur les annonces donc de ce matin et sur cette page qui vient résolument de se tourner avec Hugues Huette et les équipes de France 3. La décision était attendue. Ce matin, à l'Élysée, Emmanuel Macron a annoncé la fin de 9 années d'opération de lutte contre le terrorisme au Mali. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La France n'était plus la bienvenue au Mali. La rue manifestait de plus en plus ouvertement son hostilité à la présence des soldats de la force Barkhane. Les relations avec la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2020 étaient exécrables. Il n'y aura donc plus aucune base française dans le pays. Un retrait accueilli avec amertume par cette femme. Son frère, Damien Noblet, était l'un des 53 soldats tués en action au Mali. J'ai pas le sentiment qu'il soit mort pour rien, mais aujourd'hui on a un peu le sentiment d'un départ forcé, un peu précipité, et ce désengagement, c'est un constat d'échec. Un échec réfuté par Emmanuel Macron. 2500 à 3000 hommes vont se redéployer ailleurs, vers les États d'Afrique de l'Ouest, là où la menace djihadiste se fait de plus en plus pressante. Nous l'avons vu il y a quelques jours avec l'attaque contre des gardes forestiers au nord du Bénin, et d'ailleurs dans lequel un Français a été tué. Mais dans la foulée, 48 heures après, le groupe terroriste a été neutralisé, une quarantaine de djihadistes ont été neutralisés. Et c'est vers ce type d'opération que nous allons continuer. Le départ des troupes françaises au Mali va prendre du temps, de 4 à 6 mois. Actuellement, 2400 soldats sont sur place. Voilà, le Mali et ce redéploiement, évidemment, dont il va être question cet après-midi à Bruxelles, ce 6e sommet Union européenne-Union africaine qui s'ouvre à 14h. Emmanuel Macron est d'ailleurs arrivé à Bruxelles. Je ne sais pas si on a l'image. Ce sera la deuxième séquence plus européenne qui va se tenir cet après-midi et ces 2 prochains jours. On va retrouver sur place notre correspondante Alix Le Bourdon. Alix, bonjour. On était censé se concentrer aujourd'hui sur la situation en Ukraine. Finalement, le Mali risque bien de s'immiscer dans les discussions du jour.
En effet, cette annonce va sans doute occuper une grande partie des discussions aujourd'hui et demain lors de ce sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est un grand sommet qui s'ouvre puisque, vous l'avez dit, 40 des 55 dirigeants de l'Union africaine ont répondu présent et le but affiché sur le papier est très ambitieux puisqu'il s'agit de renouveler la relation privilégiée de l'Europe avec l'Afrique. Mais évidemment plane sur le début de ce sommet cette annonce du retrait des forces françaises et européennes du Mali. Mais pour la France, cette annonce en amont de ce sommet, aux côtés de dirigeants africains et surtout aux côtés de Charles Michel, le président du Conseil européen, c'était un moyen de multilatéraliser cette annonce. C'est ce qu'Emmanuel Macron essaie de faire déjà depuis des mois, européaniser cette question de la lutte anti-djihadiste au Sahel. C'est d'ailleurs la France, vous le savez, qui avait été à l'initiative de la Task Force Takuba, cette coalition de forces spéciales européennes, dans le but d'impliquer justement davantage les partenaires européens sur le terrain du Sahel, sur le terrain malien. Alors cette Task Force, elle a mis du temps, ça a été assez laborieux de la mettre en place. 10 pays, au bout du compte, s'étaient engagés dans cette Task Force Takuba, mais l'Allemagne, pourtant qui avait été sollicitée plusieurs fois, n'y a pas participé. Et puis il y a aussi des pays comme la Belgique et les Pays-Bas qui ont eu une participation tout à fait minimaliste dans ce dispositif. On sentait déjà une certaine frilosité de certains États membres à s'engager sur le terrain malien, mais l'Union européenne, vous l'avez dit vouloir rester présente au Sahel par le biais de ces autres opérations. Justement, Alix, comment convaincre les Européens finalement de rester? On a bien senti ces derniers jours et ces quelques dernières minutes avec la réaction allemande, le scepticisme s'exprimer. Eh bien écoutez, ce matin, le chef de la diplomatie européenne a annoncé vouloir envoyer une mission au Mali pour vérifier si les conditions étaient réunies pour le maintien des opérations de l'Union européenne. Alors on a parlé de la Task Force Takuba, cette coalition de forces spéciales européennes créée il y a 2 ans. Il a été annoncé ce matin que des militaires de Takuba seraient redéployés au Niger. Le Niger, ça semble être un point d'appui assez naturel puisque plusieurs pays européens ont déjà des missions bilatérales dans ce pays. Mais il y a aussi au Mali, vous le savez, l'opération européenne de formation EUTM pour laquelle les Européens vont devoir se montrer très prudents. L'Union européenne avait déjà employé des précautions de langage lorsqu'elle a maintenu cette mission lors des 2 coups d'État en 2020 et 2021. Il faut aussi savoir que les autorités de Bamako ont moins d'amertume finalement vis-à-vis de l'Union européenne que vis-à-vis des autorités françaises. Mais vous l'avez dit aussi, un certain scepticisme semble monter parmi les partenaires européens et dans la foulée de l'annonce du retrait français, l'Allemagne s'est dite sceptique quant à la prolongation justement de sa participation à l'EUTM. Merci beaucoup Alix Le Bourneau en direct de Bruxelles. On s'est concentré sur cette question malienne. Il va y avoir évidemment tout un tas d'autres questions, d'enjeux évoqués cet après-midi à Bruxelles. On va y revenir un peu plus tard. Je me tourne vers vous, Karim Akeki. Bonjour Karim, vous étiez ce matin pour nous à l'Élysée. Vous couvriez donc cette conférence de presse qui était très attendue. On a vu ce chef de l'État justement s'exprimer aux côtés des Européens comme pour s'appuyer sur ce pilier européen et pour concrétiser, formaliser cette annonce qui est donc le retrait de la force française du Mali. C'était pas une surprise. Ça y est, maintenant c'est fait. On peut tourner la page et passer à autre chose, sauf qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est ça la difficulté de cette conférence de presse. On a appris, qui n'était pas une surprise, le départ des Français de la force Barkhane du Mali. En revanche, les contours de ce départ n'ont pas été précisés. Ça paraît plutôt rapide, 4 à 6 mois. Quand on parle avec les spécialistes, c'est rapide pour que les militaires puissent faire leur bagage et partir. Et puis, la question qui se pose également, c'est comment organiser ce départ qui va coûter cher d'abord et qui ensuite devra poser des questions de sécurité, car en enlevant et en supprimant les bases françaises, eh bien, il n'y aura plus de lutte contre le terrorisme sur place dans cette région du Mali. La question qui va se poser, c'est est-ce que la junte au pouvoir va pouvoir prendre en main cette lutte? Le président de la République avait l'air de dire que la junte était plutôt préoccupée par sa propre sécurité plutôt que d'aller
dans le Sahel. Ce qu'on a appris également avec cette conférence de presse, c'est qu'Emmanuel Macron souhaite maintenant laisser la main aux Européens. La France resterait un État cadre, c'est-à-dire qu'il organiserait la manière fonctionnelle et logistique des armées, mais ce sera cette fois sous mandat européen et avec l'appui également du pays des G5 et également l'appui des populations locales qui seront, d'après le président de la République, plus concernées dans cette lutte contre le terrorisme. Certains s'inquiètent déjà, il y a évidemment beaucoup de réactions après ces annonces, d'une perte d'influence des Français dans la région. Au profit d'autres, au profit des Russes, notamment via cette société de mercenaires Wagner. Le président de la République a souhaité faire le distinguo entre Wagner, société privée, et l'État russe avec qui il est en tension, la France et l'Union européenne. Eh bien, le président de la République a fait savoir qu'il n'acceptait pas que des mercenaires qui ont déjà commis des exactions, notamment en Centrafrique, qui sont déjà présents dans ce théâtre-là, puissent prendre la main. Mais pour quelle politique finalement? Pour l'instant, il s'agit de la survie de la junte. Le président de la République n'a pas dessiné non plus les nouveaux contours des rapports diplomatiques, des nouveaux rapports diplomatiques qui sont en train de se mettre en place avec l'exclusion et le départ de l'ambassadeur français, les ambassadeurs de la CEDEAO. On ne sait pas, toutes ces questions restent ouvertes, notamment avec les militaires de la junte qui sont au pouvoir. Merci beaucoup Karim. Vous couvriez donc cette séquence depuis Paris. On va plus loin maintenant avec notre invité du jour. Et notre invité du jour, c'est vous, Niagale Bayagayoko. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse présidente de l'African Security Sector Network. J'aimerais tout d'abord un mot de votre part, une réaction après ces annonces, cette intervention du chef de l'État français aux côtés des présidents et de l'Union africaine et de la CEDEAO. Ça, c'était important, cette prise de parole entourée. Absolument. Il est très clair que la France souhaitait acter son départ, non pas de manière isolée, mais accompagnée de ses différents partenaires, qu'ils soient multilatéraux au niveau de l'Union européenne, sahéliens bien entendu, ou internationaux, puisque notamment dans le communiqué, le rôle des États-Unis et du Canada est également mentionné. Je crois qu'on a commencé d'ailleurs par les mentionner dans le communiqué. C'est ceux qui sont bizarrement mentionnés en premier lieu, effectivement. Donc, est-ce que ça augure d'un investissement plus important de leur part? Je ne sais pas, mais j'ai été surprise également. Les partenaires africains qui ont rappelé leur soutien envers les Français, ça c'était important là aussi ce matin. Emmanuel Macron, il en avait besoin aujourd'hui pour cette séquence. Oui, absolument, puisque l'un des axes de ce redéploiement qui est annoncé en réalité depuis le mois de juin l'année dernière, c'est vraiment cette idée de sahélisation, de faire en sorte de donner le sentiment que les premiers acteurs de la lutte contre le terrorisme sont avant tout les États sahéliens auxquels la France affirme vouloir s'employer à apporter un soutien. La sahélisation sans le Mali, est-ce que ça ne va pas poser problème assez rapidement finalement ? Si, bien entendu, on voit toute la difficulté de l'exercice, puisque l'épicentre de cette crise, qui, bien entendu, s'est étendue et continue de s'étendre, reste le territoire du Mali, et notamment du côté de la zone des 3 frontières et du centre. Donc, la question de savoir ce qui va peser sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali est absolument fondamentale. À mon avis, il y a 3 éléments. Tout d'abord, la nature et l'issue des affrontements actuels entre les deux types de groupes djihadistes. Il ne faut pas oublier ce paramètre très important entre le GSIM et le IGS. D'autre part, la réalité et l'effectivité de l'offensive actuelle des forces armées maliennes en lien avec leurs partenaires russes. Et enfin, la fameuse question des négociations, parce que les autorités maliennes ont toujours laissé cette porte ouverte. Et la question est de savoir s'ils souhaitent s'engager véritablement dans cette voie ou pas, mais c'est le seul élément qui pourrait contribuer à une certaine stabilisation de la zone. L'avenir du Mali, après cette matinée qui, vous le disiez, s'est construite, elle n'est pas arrivée comme ça, on l'attendait depuis l'été dernier. Comment est-ce que vous l'envisagez? On entend certains sceptiques s'exprimer, on entend des craintes aussi formulées, y compris par des voisins, des chefs d'État voisins. Votre avis à vous?
Alors d'un point de vue sécuritaire, l'avenir reste très incertain et lié aux 3 éléments que je viens d'indiquer, mais également à la recomposition qui est en cours au nord du côté des groupes armés Touaregs, signataires de l'accord de paix. C'est un paramètre qui est très important et on voit que les autorités de Bamako ne voient pas nécessairement d'un œil favorable ce qui est en train de se faire dans le cadre du cadre stratégique permanent. D'autre part, bien sûr, la capacité des autorités actuelles à élargir leur partenariat, notamment au sein de la sous-région. On voit bien les efforts tentés du côté de l'Algérie, du côté de la Mauritanie, du côté d'États comme la Guinée, le Burkina Faso est extrêmement important, et bien sûr vis-à-vis d'autres partenaires internationaux au niveau de la politique intérieure. Bien entendu, la question va être de savoir si le soutien qui reste massif pour l'instant dans la capitale de la population va se prolonger. Alors justement, on va se tourner vers Anne-Fleur Lespio, notre correspondante à Bamako. Je ne sais pas si vous êtes à nos côtés. Anne-Fleur, on évoquait à l'instant la question du soutien, évidemment, des Maliens à la junte. Pour le moment, ça fait partie, évidemment, des questions qui vont se poser assez rapidement, là aussi. Oui, absolument. Et l'armée malienne vient à l'instant de donner une conférence de presse en réaction aux annonces d'Emmanuel Macron et ses homologues ouest-africains. D'après le colonel Dembélé ici à Bamako, les armées étrangères ne pourront pas mieux faire que les FAMA, les forces armées maliennes. Lors de son allocution, le militaire a déclaré, je cite, « C'est notre pays. Est-ce qu'ils, donc Barkhane et les autres partenaires militaires, vont se battre comme nous ?» La réponse est non. Une réponse qui s'inscrit dans celle souverainiste que défendent les autorités de transition depuis maintenant des mois. Une période également marquée par des manifestations anti-françaises un peu partout au Mali, avec une population qui dénonce la politique étrangère de la France en Afrique de l'Ouest. Une population qui s'est beaucoup interrogée sur le bien fondé de l'opération Barkhane, qui, après 9 ans d'intervention au Mali, n'a pas réussi à apporter une réponse à la crise sécuritaire. La majorité des Maliens, donc, vous disiez, se félicitent du retrait de la France au profit de nouveaux partenaires comme la Russie ou autres. Et le départ de Barkhane est sous une frange de la population. Merci Anne-Fleur. Merci. On va tenter de vous joindre un peu plus tard. La liaison est assez difficile. Le président Emmanuel Macron, puisqu'on évoquait un début de bilan de cette opération Barkhane, 9 ans tout de même, récuse complètement la notion d'échec français au Mali. Cyril Payen, bonjour. Nous avons rejoint sur ce plateau. Cyril, vous qui vous rendez régulièrement au Mali, qui sondez aussi l'opinion des Maliens. On évoquait cette question. Est-ce qu'ils vont rester finalement, est-ce qu'ils vont continuer à suivre la junte malienne? Pour le moment, ça marche, ça tient. Il n'est pas exclu que des fissures apparaissent au fil du temps, notamment en raison de cette question sécuritaire qui pourrait se dégrader de nouveau. Et puis aussi la composition du Mali. Je rappelle que c'est le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que c'était l'épicentre de cette opération anti-djihadiste. Mais Bamako est une bulle sécurisée, une bulle sécuritaire où effectivement on a pu voir des manifestations qui sont presque hebdomadaires avec un sentiment assez prononcé anti-politique française. Mais Bamako n'est pas l'Azawad, Bamako n'est pas le centre du Mali. Et on peut gager qu'il n'y a pas nécessairement le même genre de discours ou de pensée dès lors qu'on va engager et acter le départ des Français. Sur la fracture au sein même de l'endroit du tiers du pays qui est effectivement contrôlé par le gouvernement de transition, la question est difficile à dire dans la mesure où il y a peu de voix aujourd'hui audibles pour s'opposer à ce grand mouvement populiste, souverainiste, panafricaniste qui est un peu en vogue dans les rues de Bamako. Mais effectivement, c'est sans doute aussi une des stratégies d'usure, d'épuisement des Français notamment, mais des partenaires. Savoir que peut-être que après ces grands élans des diatribes et ce durcissement, ce resserrement sur soi-même du gouvernement de transition et des généraux putschistes avec un pays complètement sous embargo, tout cela va durer combien de temps? Puisqu'il va falloir payer les salaires. Alors on sait qu'il y avait un peu de réserve, on sait que on voyait le vent arriver, mais combien de temps ça peut durer? Et c'est là qu'effectivement le sens du vent peut s'inverser. Alors si c'est ça la stratégie des pays alentours, des partenaires, je ne peux pas répondre pour eux. En tout cas, on acte aujourd'hui une décision importante et c'est vraiment le message du président français, c'est d'internationaliser avec l'Afrique, avec l'Europe, avec l'ensemble des partenaires internationaux, de condamner les pays qui n'ont pas de chronogramme démocratique suffisant.
Niagalé Bakayoko, il va évidemment en être question tout à l'heure à Bruxelles. Ces chefs d'État africains qui font le déplacement là aussi. Emmanuel Macron est arrivé dans la capitale belge pour ces nouvelles discussions, ces échanges. Il s'agit de redéfinir la nouvelle relation de l'Europe avec l'Afrique, avec ce changement de composante. Ça va être compliqué selon vous ? Alors, ça va être compliqué si l'on accepte de reconnaître qu'il y a une erreur, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. On n'est pas parti pour, en tout cas. On n'est pas vraiment parti pour, à mon sens. On voit qu'il y a la volonté de redéployer différemment et ailleurs le dispositif, mais est-ce que les instruments vont changer ? C'est toute la question. Il faut quand même reconnaître que même s'il refuse de parler d'échec, le président de la République a fait un certain nombre d'avancées, à mon sens, en reconnaissant notamment l'importance fondamentale de la protection des civils et en reconnaissant aussi explicitement la nécessité de répondre aux attentes des populations. C'est-à-dire que, à mon avis, il est assez positif de voir que les autorités françaises et leurs partenaires européens prennent conscience de l'exaspération que l'on voit grandir, non pas seulement au Mali, mais partout au Sahel. C'est difficile de passer à côté, si je peux me permettre. Cyril Payen l'a régulièrement illustré et commenté jusque-là. Il y a des faits bien concrets. Jusqu'ici, on entendait uniquement un discours du côté des autorités françaises tendant à indiquer que les opinions publiques étaient manipulées. On n'est pas face à ça, je trouve, dans le cadre de ce communiqué, dans le cadre de cette conférence de presse. Je trouve qu'il y a vraiment une volonté de parler directement à ces opinions publiques, alors que l'on s'adressait jusqu'ici essentiellement aux autorités. Le mot de peuple, de population, victime est vraiment répété de manière fréquente. Et à mon avis, il s'agit d'une évolution positive. Peut-être un peu tard, enfin on l'espère pas. C'est d'ailleurs le redimensionnement de toute cette opération, c'est peut-être que le politique n'a pas suivi les injonctions de son propre état-major de parler aux opinions publiques, mais pour rappeler en chiffres, pour juste comprendre ce phénomène d'épuisement des populations sahéliennes. Burkina Faso, Niger, Mali, depuis 2017, c'est 23 500 morts selon des ONG et plus de 10 000 pour le Mali seul. Donc on peut quand même comprendre aussi, sans justifier, mais comprendre au moins au bas mot cette exaspération, enfin cet épuisement face à ces violences et face à ce déploiement technologique qui était incarné par les forces européennes, par Barkhane. J'étais moi-même dans des endroits du désert au Niger où on voit, c'est vrai que des grands convois, quand on n'est pas intégré dedans, c'est une autre vision du monde qu'on a et c'est la vision qu'ont les populations civiles. J'ajoute que c'est pas terminé puisqu'il y a encore 40 morts dans la région de Gao dans les affrontements entre ces deux groupes affiliés. On part trop tard, Cyril. C'est sans doute ce que l'histoire retiendra malgré les effets les éléments de langage très habiles du président français et dont il savait qu'il était attendu sur ce point et qu'on est dans un contexte électoral français c'est sans doute le seul sujet de politique internationale qui va rentrer dans la campagne électorale française, qui rentre déjà en dépit de ces éléments de langage. C'est vrai que sur la question du calendrier, notamment, parlons-en, 4 à 6 mois, tout cela, pour les connaisseurs du dossier, c'est simplement impossible. On ne pourra pas retirer les 3 bases du nord du Mali en 4 à 6 mois. C'est impossible. Ça, c'est de la communication. Donc oui, trop tard. Tout arrive trop tard. Et reste à savoir si ça va se transformer en piège. On n'est pas à Kaboul avec les Américains, mais on n'est pas dans un scénario idéal pour le retrait français. Vous faisiez référence, merci à tous les deux, à l'échéance électorale qui arrive, qui se profile. À l'horizon, ce ne sera pas l'unique sujet international à s'immiscer dans cette campagne. Il y a évidemment aussi les tensions avec la Russie qui préoccupent les Français autour de l'Ukraine. Elles se sont invitées là aussi au sommet européen du jour avec une réunion consacrée au dernier développement de la crise. En amont de ce rendez-vous, de ce temps fort prévu à 14h, le ton s'est nettement durci ces dernières heures. Kiev et séparatistes s'accusant mutuellement de bombardement, comme nous l'explique tout de suite depuis Kiev notre correspondant Gulliver Craig. C'était à 9h ce matin, selon les forces armées de l'Ukraine, qu'un obus est tombé sur une maternelle à Stanitsa Luganska. C'est une ville qui est contrôlée par l'Ukraine, mais qui est juste sur la ligne de front, juste au nord de Luhansk, qui est l'une des capitales des territoires contrôlés par les séparatistes soutenus par la Russie. C'est la première fois depuis 2017 qu'une zone civile à Stanitsa Luhanska est touchée par un obus. Il y a 2 enseignants qui ont été blessés, qui ont subi des contusions. Les enfants étaient
dans la maternelle, mais pour le moment, nous n'avons pas d'informations sur des enfants blessés. Mais en regardant les photos de l'événement, il semble qu'il y a eu beaucoup de chance s'il n'y a pas plus de blessés que cela. Donc l'Ukraine traite cela comme une escalade assez majeure. Et d'ailleurs, selon les observateurs de la mission de l'OSCE, il y a une nette montée de tension sur la ligne de front dans la région de Luhansk, à d'autres endroits de la ligne de front. Aujourd'hui, beaucoup de tirs. Alors, on va voir si c'est le début d'une escalade majeure ou si c'est juste une sorte de pic de tension qui va bientôt retomber. Mais en tout cas, le ministre de la Défense ukrainien sera sur les lieux cet après-midi pour regarder, examiner la situation. Voilà pour ces derniers développements qu'on va continuer à développer dans notre prochaine édition. Restez à nos côtés. La suite de Paris Direct, c'est dans quelques instants.